matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et aujourd'hui, à la volée, je suis très heureuse de recevoir Alexis Cossette-Trudel. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci pour l'invitation. Merci à vous, merci d'être avec nous ce matin et de petit matin pour vous au Québec. Vous êtes, je le rappelle, fondateur et présentateur de Radio-Québec, et dans laquelle vous proposez des analyses politiques, géopolitiques depuis maintenant bien longtemps, et notamment sur donc, les actions de Donald Trump. C'est aujourd'hui le sujet du jour. Pour tout vous dire, j'interroge beaucoup de monde depuis bien longtemps sur ce qui se passe dans la tête de Trump. On aimerait comprendre ce qui se passe dans la tête de Trump et comprendre ses actions, ses dernières actions, qui, pour beaucoup, paraissent en tout cas incohérentes par rapport à la campagne de Donald Trump, la campagne America First ou MAGA. Je sais que vous avez une analyse justement très différente de ce qu'on peut entendre ailleurs, et c'est pourquoi je trouve ça intéressant de vous entendre aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec ce qui se passe aujourd'hui, la guerre en Iran, et puis on parlera des autres actions américaines, comment vous pouvez la comprendre et l'analyser de votre côté? Eh bien, encore une fois, Trump est en train de réaliser son projet de America First. C'est-à-dire que le projet qui a été énoncé dans plusieurs discours et dans plusieurs documents, c'est de ramener les troupes américaines à la maison, se concentrer sur ce qu'ils ont appelé dans un document tout récent, le National Security Strategy, se concentrer sur l'hémisphère occidental. Donc ça nécessite le fait de se désengager, entre autres, du Moyen-Orient, c'est-à-dire fermer les bases, ramener les troupes à la maison. Il en avait parlé lors de son premier mandat. Et donc, c'est pour ça que les gens comprennent mal. C'est-à-dire il donne l'impression d'intervenir, mais en fait, la stratégie de fond, c'est de ramener les troupes à la maison. Et là, les gens parlent de fin de l'Empire américain comme si c'était une conséquence négative de la politique de Donald Trump. Or, c'est son objectif. L'objectif, c'est de réduire les bases américaines un peu partout dans le monde, et il a donné le ton à cette entreprise de démolition de l'Empire américain dès son arrivée lors de son second mandat, lorsqu'il a démantelé le USAID. Oui, donc le USAID, c'est cet organisme d'intervention un petit peu partout dans le monde, révolution colorée, et puis de l'influence américaine partout dans le monde. C'est une devanture pour la CIA, etc. Et il a mis la hache là-dedans, et tout le monde s'est plaint de ça, vous voyez. Donc tout le monde s'est plaint que les États-Unis ne respectaient plus leurs engagements internationaux, etc. Il veut se désengager de l'OTAN. Et donc, regardez la logique de tout ça. Il dit, il veut ramener les troupes à la maison, il veut se désengager de l'OTAN, il met la hache dans le USAID. Et donc, il est en train de réaliser le America First. Maintenant, les gens disent que Trump est contrôlé. La première chose qu'on doit, dans une analyse des actions de Donald Trump, la première chose qu'on doit faire, c'est de cibler l'erreur d'interprétation que font beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, qu'on a entendu sur beaucoup de plateaux, c'est-à-dire que Donald Trump serait contrôlé par Israël, ferait le jeu d'Israël en Iran, et donc qu'il serait contrôlé notamment par le dossier Epstein. Oui, je précise. Alors je précise à ce sujet, on peut donner quelques éléments qui vont en la faveur de cette conception des choses, notamment si on va sur Israël. Dernièrement, d'abord, Benjamin Netanyahou s'est vanté lui-même d'avoir eu J.D. Vance pendant les négociations avec l'Iran, au téléphone pendant 1 heure, en disant je l'avais comme un ministre ici en contact pour suivre la négociation. Donc on se dit mais qui est le maître de qui et qui a poussé à cette guerre. Et je vais vous donner la parole. Hein. Et puis par ailleurs, on a par exemple, et ça c'est quand même très important, Joe Kent qui a démissionné au moment du déclenchement de cette guerre, en disant, donc Joe Kent, je précise pour nos auditeurs, je sais bien que vous savez qui il est, donc l'ancien directeur du Centre de l'antiterrorisme américain, qui a démissionné en publiant un tweet en expliquant, voilà, je démissionne à cause de cette guerre en Iran qui n'est pour moi pas justifiée, notamment qui est le fruit du lobby israélien. Donc voilà des éléments quand même qui vont dans le sens d'un lobby israélien qui pousse cette guerre en Iran. On est d'accord là-dessus? Oui. Tout à fait. Il y a effectivement un lobby israélien qui pousse pour la guerre en Iran aux États-Unis. Maintenant,
la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Donald Trump est capable de jouer double jeu sur le sujet de l'Iran, sur le sujet du Moyen-Orient, et est-ce qu'il est capable d'une politique complexe? La réponse, c'est oui. Mais avant d'aller plus loin dans le double jeu de Donald Trump, c'est-à-dire plaire on pourrait dire, au lobby israélien, et tout en respectant son agenda de America First. Il est capable de faire les deux, c'est-à-dire que il veut effectivement ramener les troupes à la maison, se désengager du Moyen-Orient, tout en ayant les mains propres avec le lobby israélien et c'est-à-dire parce qu'il a besoin d'Israël d'une façon ou d'une autre, il a besoin d'Israël pour signer la paix dans la région. C'est-à-dire si Israël n'est pas d'accord, il y aura pas de paix, il y aura pas d'élargissement des accords d'Abraham, etc. Donc il doit ménager la chèvre et le chou. Il doit ménager les Israéliens pour pouvoir signer les accords et ramener les troupes à la maison. Donc, c'est une politique qui est complexe, mais on va... et quand vous dites Benjamin Netanyahou disait qu'il avait J.D. Vance au téléphone, etc., c'est tout à fait normal que dans des discussions complexes sur la paix dans la région, que l'allié principal qui est inclus dans les opérations soit consulté. Donc, c'est pas... Mais prenons du recul. Comme je disais à Radio-Québec, là, essayons d'avoir une vision synoptique des opérations. Alors, adoptons la thèse de... Netanyahou contrôle Donald Trump à travers le dossier Epstein, etc. Donc, comment expliquer alors que... Et donc, s'il contrôle Donald Trump avec le dossier Epstein, il le contrôle depuis le premier mandat, n'est-ce pas? C'est pas tout récent. Oui. Lors de son premier mandat, Donald Trump a réduit de moitié les troupes américaines dans la région. C'est-à-dire, il s'est désengagé, il a sorti une brigade d'Irak, il a réduit les troupes en Syrie, il est sorti complètement de l'Afghanistan alors que l'Iran était enclavé en Irak et en Afghanistan avec des troupes américaines. Il a laissé l'Afghanistan à la Chine et il est sorti. Comment est-ce que Benjamin Netanyahou, qui pilote Donald Trump avec le dossier Epstein, aurait-il pu accepter que les Américains se retirent d'Afghanistan, réduisent de moitié leurs troupes dans la région? Et là, il y a des négociations de paix là présentement. Donc, comment est-ce que Benjamin Netanyahou, qui contrôle Trump à travers le dossier Epstein, peut-il accepter des négociations de paix si l'objectif c'est un changement de régime? C'est-à-dire que tous les efforts de paix de Donald Trump dans la région, les accords d'Abraham, etc., sont le fruit de Benjamin Netanyahou. Parce que Benjamin Netanyahou contrôle Trump par le dossier Epstein. Et donc, vous comprenez ce que je veux dire, ça ne tient pas. Non, mais surtout, c'est vrai que si on se dit, s'il savait qu'il était dans le dossier Epstein, on se dit pourquoi aurait-il alors mis comme argument de campagne premier, je libérerai ces dossiers et je serai le candidat, parce qu'on se dit, là, lui-même, finalement, il s'est tiré un coup dans le pied. Je suis même pas rendu là, parce que si on regarde la chronologie, Donald Trump est celui qui a alerté la police en 2005 sur Jeffrey Epstein. Oui. Il appelle en 2006 pour remercier la police d'avoir ouvert une enquête. Oui. Jeffrey Epstein lui-même a dit à son biographe qu'il pensait que c'était Donald Trump qui l'avait dénoncé. Oui. Il a dit à Michael Wolff qu'il pensait que c'était Donald Trump qui l'avait dénoncé. Donald Trump a révélé au monde, a fait connaître Jeffrey Epstein au monde en 2015 lors de la campagne présidentielle en disant que Bill Clinton était allé sur l'île d'Epstein et il y avait des gros problèmes avec Epstein. Il l'a fait arrêter en 2019, mais c'est pas les fédéraux qui l'ont arrêté, mais tout le monde comprend que les fédéraux peuvent arrêter une enquête à tout moment à un niveau inférieur et que ça s'est jamais produit sous Obama. Donc l'arrestation s'est produite sous Donald Trump. Ça a été piloté par son ministre de la Justice, Bill Barr. Par la suite, en 2024, il a fait une promesse de campagne de rendre public les dossiers Epstein et tout ça s'est passé sous Trump. Pourquoi braquerait-il les projecteurs sur lui s'il est impliqué là-dedans? Alors qu'il aurait juste pu se taire. Évidemment, mais je comprends, ce serait beaucoup plus cohérent et moi-même, on cherche une cohérence dans un sens comme dans l'autre. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'on se dit... lui qui a ouvert cette enquête, lui qui a fait ces annonces, lui qui, en effet, vous l'avez dit, l'enquête FBI, je confirme, c'est bien Donald Trump qui l'a ouverte. Donc, on a du mal à comprendre, à moins qu'il se serait dit ça va d'abord faire du mal aux démocrates avant de me faire du mal à moi. J'aurai le temps, peut-être, de mettre certains éléments de côté et en attendant, ça mouillera le camp démocrate contre lequel il se battait. Mais le camp démocrate a eu le dossier Epstein entre les mains pendant toutes ces années. Ouais. Et ils n'ont absolument pas jugé pertinent de l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés, pour tenter de destituer Donald Trump, ils ont été obligés de créer une histoire de collusion avec la Russie.
C'est absolument une machination machiavélienne. Oui, dans laquelle finalement on n'a rien trouvé, même le juge l'a dit. Oui. C'est ça, pour tenter de destituer. Après, étant donné que ça n'a pas marché, pour la campagne de 2024, ils ont lancé 4 poursuites judiciaires contre Donald Trump avec des histoires d'agression sexuelle, de fraude, etc., etc. Ils n'ont rien avec les démocrates qui ont eu en leur possession le dossier Epstein, ont jugé qu'il n'y avait rien là-dedans d'actionnable. Alexis, juste un instant. Ça c'est sûr. Vous m'avez amené sur la chronologie. Oui. Maintenant, sur les actions de Donald Trump, encore une fois, c'est-à-dire s'il le contrôle avec le dossier Epstein, pourquoi y a-t-il présentement des négociations de paix avec l'Iran? Pourquoi Donald Trump met-il de l'avant les accords d'Abraham qui stabilisent qui instaurent la paix dans la région, cristallise les frontières, rend le Grand Israël impossible? Pourquoi a-t-il ramené la moitié des troupes? Pourquoi a-t-il quitté l'Afghanistan? Donc, autant au niveau de la chronologie qu'on vient d'évoquer, qu'au niveau des actions de Donald Trump, il n'y a rien qui laisse présager qu'il a été contrôlé par Netanyahou avec le dossier Epstein. Si Donald Trump est contrôlé par Netanyahou avec le dossier Epstein, donc tout le crédit revient à Netanyahou pour la paix. Et donc, c'est plus le boucher de Gaza, c'est la colombe de Tel Aviv. Vous comprenez? C'est l'un ou l'autre. Oui, j'entends bien. Donc, on a entendu, en tout cas, ce que vous disiez sur le dossier Epstein et pourquoi, pour vous, ça ne rentrait pas ce n'est pas cohérent par rapport à l'ensemble des faits. Maintenant, si vous voulez bien, on peut continuer de creuser et chercher d'autres hypothèses. Et évidemment, après, je voudrais avoir votre interprétation de ce qui se passe au moment où vous avez dit tout à l'heure, il veut se désengager du Moyen-Orient. J'aimerais bien qu'on revienne quand même là-dessus tout à l'heure, mais d'abord, on va faire un petit tour. Comment se désengager du Moyen-Orient en s'y engageant? Il faut quand même que vous nous expliquiez ça. Mais si on se dit, d'accord, c'est pas les dossiers Epstein, mais en revanche, on peut quand même être soumis au lobby israélien sans le dossier Epstein. Et je rappelle d'ailleurs que dans la coalition de négociation a été envoyé J.D. Vance et notamment Jared Kushner, qui est connu comme étant très fortement impliqué dans la politique israélienne également. Oui, mais il fait confiance, c'est son gendre. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Kennedy. Vous voyez, Trump, même lors de son premier mandat, ne faisait confiance à personne autour de lui dans son administration. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a toute une histoire de qui fuite les documents, qui trahit Donald Trump, qui parle dans son dos, qui va Et donc, exactement comme Kennedy à l'époque, Trump s'est entouré de sa famille. Vous vous rappelez, donc, il y a même eu des situations où il a envoyé Ivanka Trump siéger, je me rappelle plus sur quelle table de concertation, etc. Il s'est entouré d'une garde rapprochée. Il fait confiance à Jared Kushner. Et mais Jared Kushner, le truc, c'est que si tu veux, ce que les gens doivent comprendre, c'est que si on veut la paix au Moyen-Orient, il faut impliquer les Israéliens. Si les Israéliens ne se sentent pas en confiance, ils ne vont jamais rien signer. Vous voyez, ils sont entourés de pays, dans leur perspective, de pays qui veulent leur faire la peau. Ils sont et donc, à partir du moment où tu veux amener les deux parties à une table de discussion, il faut que tu sois ami avec les deux parties. Il faut que les Israéliens te respectent et te fassent confiance, et il faut que les Iraniens ou le reste des pays de la région te fassent confiance. Si tu veux amener les deux à la table de discussion et avoir une poignée de main, il faut que la confiance règne. Et c'est normal de vouloir placer les Israéliens en confiance. Si Trump avait envoyé comme négociateur quelqu'un qui déteste Israël, qui a critiqué Israël, etc., est-ce que les Israéliens feraient confiance à ce négociateur-là? Non, c'est de la diplomatie de base que de mettre les deux parties en confiance. D'accord. Et donc, mais si on revient par exemple sur la prise de parole de Joe Kent au moment de sa démission et de dire, moi, cette guerre a été déclenchée à cause de ce lobby israélien. Et d'ailleurs, j'ajoute une information que j'ai découverte il y a peu de temps par l'un de mes invités que je trouve intéressante quand même, que visiblement Benjamin Netanyahou aurait offert un beeper, donc dans l'affaire des beepers où ils ont tout fait exploser, mais en or à Donald Trump, ce qui, pour mon invité, correspondait probablement à une forme de menace en disant regarde, tu as un beeper, bon, il est en or, mais bon, tu as un beeper, ça veut dire, et peut-être même une menace pour sa famille. Et on pourrait se dire, peut-être qu'il n'est pas dans les dossiers Epstein, mais peut-être tout simplement qu'il reçoit des menaces pour sa famille et qu'il tente tout simplement de les protéger. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre?
Ouais, j'ai pas vu passer l'histoire du beeper, mais encore une fois, comment est-ce qu'un Trump réalisant ou opérant pour les intérêts d'Israël, comment faire cadrer ça avec le retrait des troupes américaines de la région depuis 10 ans, le retrait d'Afghanistan, les accords d'Abraham, etc., etc. Le fait que finalement Israël voulait un changement de régime en Iran et il n'y en a pas eu. Moi, ça fait 1 an que je dis, depuis l'opération Midnight Hammer l'été dernier en juin, je dis que il n'y a pas de politique de changement de régime avec l'administration Trump. J'ai dit qu'il n'y allait pas avoir de troupes au sol, pas de changement de régime, pas de troisième guerre mondiale, etc., etc. Et donc, de toute façon, indépendamment de ce qu'on dit, la politique de Donald Trump n'est pas au Moyen-Orient, ne cadre pas avec les intérêts des Juifs suprémacistes, on pourrait dire, ceux qui veulent, les faucons israéliens, disons là. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à l'issue du conflit avec l'Iran? Les États-Unis vont quitter leur base de la région, vont ramener leurs troupes, ils vont pouvoir réaliser ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont énoncé dans le National Security Strategy, c'est-à-dire recentrer leur leur force. Comment je pourrais dire, leurs intérêts stratégiques sur la zone, sur l'hémisphère occidental. Oui. Il s'agit d'un désengagement mondial. En quoi la fin de USAID, si Trump est contrôlé par Israël, en quoi la fin de USAID, ça aide Israël, etc. On revient toujours à ça. C'est-à-dire qu'il y a du... Mais là, pour nous, il y a un point de rupture après ça. USAID correspondait encore aux promesses de Trump. Et après, on a comme s'il y avait un point de rupture. C'est ça. Oui. Le truc, c'est que pour faire en sorte que Israël soit en confiance, on doit éliminer probablement un certain nombre de menaces à Israël, des personnes qui sont des irréductibles, qui ont voué leur vie à la destruction d'Israël. Je pense avec qui il est très difficile de négocier. On pense au Hamas, on pense au Hezbollah, mais en ce qui concerne l'Iran, cependant, et là on pourra entrer dans le vif du sujet. En ce qui concerne l'Iran, il y a l'ensemble de la politique de Trump envers l'Iran vise à finalement stabiliser le régime, parce qu'il n'y a pas de changement de régime, vise à stabiliser le régime tout en donnant l'apparence d'un changement de leadership. Et donc, encore une fois, c'est une espèce de stratégie qui est... comment je pourrais dire, qui est nuancée, une espèce de stratégie à double volet. Oui, ou à plusieurs degrés de compréhension, ou s'adressant à plusieurs personnes en même temps, envoyant des messages différents, c'est ça? Exactement. Le régime est maintenu. Là, on sait qu'il n'a jamais été question de changement de régime. Le régime se maintient. Il n'y a pas eu de révolution populaire. Ils n'ont pas ramené comment il s'appelle l'autre, le Pahlavi. Oui, Ouais, il n'y a pas eu de changement de régime au sens traditionnel. Ce sont les mêmes qui sont là. Cependant, comme je le disais il y a 1 an, l'été dernier, l'objectif, c'est d'avoir un renouvellement de la garde, c'est-à-dire faire en sorte que quelques têtes blanches prennent leur retraite et d'avoir un leadership un peu plus flexible. Et c'est ça qu'on voit présentement, mais il n'y a pas eu de changement de régime. Trump, sous une apparence de conflit, maintient le régime en place, tout en donnant des garanties de sécurité à Israël, tout en rassurant Israël. Ce ne sont plus les mollahs qui sont là, le leadership a été renouvelé, c'est des gens qui ne sont plus belliqueux face à Israël, et donc la région est stabilisée et les États-Unis vont pouvoir quitter, vider leur base, quitter la région, etc. La région va être pacifiée. Donc il y a une apparence de conflit, mais dans le fond, il stabilise le régime. Est-ce que cette communication correspondrait au fait qu'on ait entendu par les Américains des commentaires comme quoi le représentant du Parlement iranien, Ghalibaf, était un homme sérieux et digne de confiance dans ces négociations. Est-ce que ça va dans ce sens-là, en fait, pour conforter ce régime-là? Il parle aussi avec Pezeshkian et aussi avec, comment il s'appelle l'autre, Arghichi, ou le ministre des Affaires étrangères. Oui. Donc, on voit que le régime n'a pas été... et là, c'est la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec les 70 autres personnes qu'on dit avoir frappé. Mais j'ai expliqué... les gens qui suivent les opérations militaires des États-Unis depuis 15 ans, depuis 40 ans, mais depuis 15 ans de façon très sérieuse. Et il est impossible, là, on nous a annoncé que l'ayatollah avait été frappé, l'ayatollah était mort, et qu'il y en avait 70 autres qui avaient été tués par frappe aérienne. Il est impossible de certifier une mort par frappe aérienne sans avoir des troupes sur le terrain. C'est impossible.
C'est impossible. On peut pas. Il y a des dizaines de cas de leaders talibans, de leaders d'Al-Qaïda, de leaders de l'État islamique qu'on a dit morts par frappe aérienne et qui sont réapparus 2 semaines, 1 mois, 6 mois plus tard, parce qu'il est impossible, sans avoir un observateur humain sur le terrain qui voit le cadavre. Donc là, il n'y a que les Iraniens, mais les Iraniens confirment, sauf qu'ils confirment, mais peut-être aussi par un intérêt du martyr. On l'avait déjà dit, nous, pour l'Ayatollah Khamenei. Ils confirment aussi, et donc, mais la question, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que comment les Américains peuvent-ils certifier dans l'heure la mort, sachant que le décédé, le Maccabée, le décédé peut réapparaître 1 semaine plus tard et leur faire perdre la face. Oui. Oui. Et donc, la certification dans l'heure est douteuse. Et elle est impossible, politiquement, elle est impossible sans être de connivence avec les Iraniens. Oui, j'entends ce que vous dites. On pourrait aussi, nous, c'était une des interprétations qu'on avait sur cette information, qui est exacte dans ce que vous nous dites, mais on pourrait aussi le comprendre comme les Iraniens ont une volonté d'élever en martyrs ces personnes qui sont tuées, parce que c'est aussi, on va dire, je vais parler de culture, c'est la culture religieuse chiite qui veut ça. Donc on peut aussi le comprendre comme ça, comme une volonté de dire oui, vous avez tiré dessus et c'est désormais notre martyr. Donc ça lui donne presque une aura nouvelle. Les Iraniens jouent la guerre de l'information aussi. Hein? Oui, tout à fait. On peut peut-être y venir, d'ailleurs, c'est passionnant. Je précise, pardon, il y a une vidéo où on voit, c'est fait par les Iraniens, de propagande donc anti-américaine, tout ça. On voit notamment Epstein, la tour, la statue de Baal et tout ça. Donc c'est très intéressant parce que c'est une guerre qui est menée, enfin une guerre de propagande qui est menée par les Iraniens, qui est, comment dire, très, qui est très bien menée. Oui, tout à fait. Mais dans cette guerre de propagande-là, il aurait été utile pour les Iraniens ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, de les faire réapparaître vivants, ne serait-ce que pour narguer les Américains dans une guerre de propagande. Mais ils sont tous morts, ils ont tous été certifiés et il n'y en a aucun qui a réapparu, alors que c'est, encore une fois, comme je le répète, il y a des dizaines de leaders qui ont été certifiés morts par CENTCOM, Central Command, au cours des 15 dernières années, qui sont réapparus. Donc, à mon sens, c'est une preuve que les Iraniens sont en connivence avec les Américains. Encore une fois, dans une guerre de propagande, l'idée ici, c'est de rassurer les Israéliens, même s'ils ne sont pas morts. L'idée, c'est de rassurer les Israéliens en disant, voilà, nous avons effectué un changement de leadership. Maintenant, il y a Pete Hegseth et Donald Trump qui vont au micro en disant, nous avons effectué un changement de régime, ils essaient de capitaliser là-dessus, rassurer. L'Iran est terminé, c'est un nouveau régime, etc. Alors qu'il n'y a pas eu de changement de régime. Ça leur permet de dire ça. Ouais. Mais ça voudrait dire qu'on prend les Israéliens pour des gens très crédibles qui, eux, ne voient pas ce que vous avez vu par rapport à cette confirmation en 1 heure qui fait comprendre, d'après ce que vous dites, qu'il y aurait une forme de communication directe d'alliance entre les Américains et les Iraniens. Oui, très peu de personnes le voient. C'est pas juste les Israéliens. Il y a un certain nombre d'incohérence totale dans cette guerre-là que personne ne révèle. À titre d'exemple, le fait que aucun navire américain n'ait été coulé, aucun avion américain n'ait été abattu dans les 5 premières semaines de l'opération, alors que l'Iran a des missiles hypersoniques et que tout le monde sait dans le monde stratégique, tout le monde sait que les porte-avions, que les bateaux sont des cibles faciles pour les missiles stratégiques et qu'après avoir subi une frappe de décapitation, il aurait été ou avoir perdu l'ensemble de sa marine, il aurait été tout à fait normal pour l'Iran de répliquer de façon symétrique et de frapper un bateau américain et ça aurait créé un Pearl Harbor. Vous voyez, c'est la première fois qu'un bateau américain coule depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça aurait été un fiasco politique pour Donald Trump en année électorale, etc. Mais je le répète, j'ai même cité dans les webjournaux les mots du ministre de la Guerre actuel, Pete Hegseth, qui dit, dans tous nos scénarios contre la Chine, nos porte-avions coulent dans les 10 premières minutes avec les missiles hypersoniques. L'Iran en possède. Ouais, on perd tous les scénarios de guerre contre la Chine parce qu'on est frappé immédiatement par des missiles. Il n'y a aucune défense contre les missiles hypersoniques. L'Iran n'a rien fait de ça.
l'Iran n'a abattu aucun avion américain et Donald Trump qui est allé... Mais on peut pas juste se dire que c'est parce que l'Iran cherche justement à ne pas trop enflammer encore plus la situation, que c'est pas juste une stratégie iranienne. Oui, je comprends, mais ça fait 40 ans qu'ils se préparent à ça. Comme vous dites, ils n'ont pas peur de la mort, etc. Ils sont... et c'est comme... vous voyez, mais c'est pas juste ça. Allons-y avec un niveau de réflexion supérieur, c'est-à-dire que sans connaître les intentions réelles de l'Iran, en ouvrant la boîte noire, est-ce que Donald Trump aurait pris la chance de se faire couler des navires dans le Golfe Persique en année électorale sans connaître à l'avance la réponse iranienne? Alors que c'est simple comme bonjour. Est-ce qu'il aurait-il pris la chance? Je vais même rajouter, c'est là, Alexis Cossette-Trudel, qu'on se dit dans quelle mouise, on va dire pour dire gentiment, s'est mis Donald Trump en période électorale, vous l'avez rappelé, parce que en plus, cette réaction iranienne, elle était attendue, elle était écrite dans leur doctrine. La fermeture du détroit d'Ormuz qui est aujourd'hui met en difficulté l'ensemble bientôt le monde avec une crise énergétique qui va arriver, donc une crise économique et qui met à mal, là-dessus je connais votre réponse, mais le pétrodollar américain. Donc c'est vrai, et en tout cas, peut-être un élément en effet sur le fait que pour le moment, cette guerre ne donne pas une vision d'un Donald Trump glorieux. Au contraire, il est désormais attaqué par sa base MAGA. On pourra parler de Tucker Carlson, etc., et de la désormais guerre qu'il y a directement avec Tucker Carlson. Comment Donald Trump va-t-il faire si jamais c'est une stratégie? Enfin, a-t-il prévu cette réaction? Et comment va-t-il faire désormais pour que sa majorité passe pour les midterms? Mais encore une fois, c'est là que je reviens à la stratégie double volet de Donald Trump. C'est-à-dire que d'un côté, lui, et j'ai montré qu'il a utilisé cette stratégie à double volet dans plusieurs dossiers. C'est-à-dire que lui défend la version officielle des événements et il y a sa base MAGA, que ce soit Tucker Carlson, Steve Bannon, Marjorie Taylor Greene et un ensemble de MAGA qui défendent une vision complètement différente. Il y a cette espèce de désaxage entre la version officielle défendue par Donald Trump et la version de sa base MAGA. Mais il s'agit encore une fois d'une stratégie complexe à deux volets. C'est-à-dire que Trump veut montrer que le régime iranien s'est transformé en un régime maintenant avec qui on peut parler. Oui. Avec qui on peut signer des accords. D'une part, il doit rassurer les Israéliens de ce côté-là, mais d'un autre côté, il veut réduire, et ça fait partie de America First, il veut réduire l'influence d'Israël sur le Congrès, sur les institutions américaines, sur l'IPAC, etc., etc. Oui. Donc, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens sionistes aux États-Unis qui sont très, très, très attachés à Israël, et l'opinion d'Israël était très, très, très élevée. Israël a dépensé des milliards de dollars aux États-Unis, en propagande, il a financé les églises évangélistes, etc., etc. Et donc, c'est très difficile pour les États-Unis de prendre une décision qui va à l'encontre des intérêts d'Israël. Et donc, il y a la nécessité d'avoir une pédagogie auprès du peuple américain visant à découpler les intérêts américains des intérêts d'Israël. C'est-à-dire que pour réaliser America First, il faut qu'Israël relâche son emprise sur les institutions américaines. Et c'est là que Joe Kent, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene entrent en action pour éduquer le peuple américain, donc pour critiquer Israël. Alors que pour vous, ils sont commandés. Trump, lui, a les mains propres. Pour vous, ils sont commandés finalement par Donald Trump là-dessus. Ils sont pas réellement en opposition. Je démissionne parce que ça ne fonctionne pas. Tucker Carlson, Donald Trump a trahi ses promesses, etc. Non, pour vous, c'est un message pour éduquer, comme vous dites, ou rééduquer la population américaine et lui faire comprendre certaines choses que Donald Trump lui-même n'a pas le droit de dire. C'est ce que vous pensez? C'est exactement ça. Et j'ai expliqué, on a montré, c'est un des éléments de la politique de ce que j'appelle le code Trump qu'on a le plus détaillé à Radio-Québec, c'est-à-dire la stratégie des fausses chicanes, des fausses querelles. Il a commencé avec ses ministres de la Justice, Jeff Sessions, Bill Barr, avec son allié très près de lui, Steve Bannon. Ils s'accusaient de trahison mutuellement, alors que Steve Bannon, il y a 1 an et demi, est allé faire de la prison pour Donald Trump. C'est ce qu'on appelle une stratégie des fausses chicanes. Et, par exemple, Elon Musk qui disait, il a rompu l'année dernière en disant Donald Trump est dans le dossier Epstein, etc.
etc. Puis après ça, je disais, c'est une fausse chicane. Et puis là, après ça, on les voit se serrer la main, gros sourire quelques mois plus tard. Donald Trump crée lui-même sa propre opposition. Et il faut aller, encore une fois, pour le comprendre bien correctement, il faut aller dans le détail de chacune de ces chicanes-là, voir comment Trump utilise des insultes à l'hyperbole, etc. Mais finalement, c'est toujours sa garde rapprochée qui mène ces opérations-là, des personnes en qui il a vraiment confiance, comme Tucker Carlson, c'était quelqu'un de très près de lui. Même chose avec en tout cas, je pourrais aller, j'ai fait tellement d'émissions sur les fausses chicanes, et Joe Kent, encore une fois, c'est une personne de confiance de Donald Trump. Et quand on regarde ce que Joe Kent a fait, c'est-à-dire qu'il il aurait fallu que je me remémore son cas, mais il est allé, notamment lors de certaines entrevues, il est allé révéler des secrets défense, des conclusions de réunions secrètes, etc. Et ça n'aurait jamais été possible sans l'aval au préalable de l'administration Trump. Donc, c'est réellement un messager. Encore une fois, il faut aller vraiment dans le détail pour comprendre de quelle façon Trump a lui-même choisi Joe Kent. C'est un protégé. C'est comme Tucker Carlson, c'est quelqu'un de très, très près de Donald Trump. Il l'a appuyé lors de il y a eu une tentative de Joe Kent de se faire élire au Congrès en 2022 et Trump l'a appuyé à 2 reprises. C'est quelqu'un en qui Trump a excessivement confiance et il l'a placé à l'unité antiterroriste. La personne que Trump place à l'unité antiterroriste est une des personnes en qui il a le plus confiance parce que ce que Trump est en train de vivre présentement aux États-Unis, c'est une tentative de révolution colorée pour renverser sa présidence. Ouais, c'est une tentative même bipartisane visant à renverser sa présidence. Et donc, qui tu veux à l'unité antiterroriste pour contrer ces entreprises de révolution colorée contre sa présidence? On veut la personne en qui on a le plus confiance. Et donc, il a mis Joe Kent, un gars avec 11 tours de service en Irak, au-dessus de tout patriote comme ça. Et donc, c'est ça. Donc, Joe Kent n'aurait jamais trahi, révèle des secrets défense, etc. Et fait exactement le jeu de Trump qui veut mettre un terme. Il va dans la doctrine America First. Et au final, on arrive à ce qu'on expliquait tout à l'heure. Au final, il va y avoir la paix avec l'Iran. La région va avoir été stabilisée. Et vous pensez que ce sera fait? Et entre guillemets pardonné par la population américaine qui est pour le moment assez énervée contre Donald Trump en disant c'est pas du tout America First, nous le pétrole il coûte cher et puis il va encore dépenser de l'argent ailleurs et nous alors où on en est donc ça plus je parle même pas des politiques donc vous pensez que tout ça il réussira à faire en sorte il y aura un coup d'éclat qui va faire en sorte que ce sera oublié ou pardonné pour les midterms? À partir il reste 6 mois pour les midterms, et à partir du moment où tu serres la main à l'Iran, puis tu vas stabiliser complètement la région du moins, ça va être une première, ça va être célébré partout, un accord avec l'Iran. À partir du moment où est-ce que tu as réglé le problème de Venezuela, le problème de Cuba, tu vois, il va régler tous les problèmes de l'hémisphère occidental. Et à partir je m'emballe un peu, mais à partir du mois de mai, là, on a un recentrement des priorités vers l'économie. Il y a le directeur de la Réserve fédérale qui est changé. Le nouveau directeur de la Réserve fédérale va faire baisser les taux d'intérêt et on va avoir, étant donné qu'on a la paix dans la région, au Moyen-Orient, on va avoir une chute du prix du pétrole. Donc, baisse des taux d'intérêt, chute du prix du pétrole. Ce que Trump veut, c'est une économie qui explose avant les midterms. Et il va se présenter aux midterms sur 2 choses. Le fait d'avoir ramené la paix et le fait d'avoir développé la prospérité. Il va avoir la paix et la prospérité, et ceux qui le critiquent présentement vont finalement dire vont finalement revenir au bercail. C'est toujours comme ça dans la théorie des fausses chicanes. Bon. C'est parce que ce qui importe pour Donald Trump, c'est pas les commentaires de la presse people, ce sont toujours les résultats. Vous voyez, il se fiche complètement des réactions à ses tweets. Il s'arrange, il fait en sorte que les gens se préoccupent de questions mondaines sans intérêt, alors que lui règle les problèmes de fond. Et il va se présenter, la seule chose qu'il a en tête, c'est les midterms. Et il sait très bien qu'il va se présenter à la population avec la paix et la prospérité. En tout cas, on est loin de ça, parce que là, on est pour le moment dans un...
dans un conflit qui peut nous entraîner dans une guerre mondiale et une crise économique majeure, enfin énergétique, qui entraînerait une crise économique majeure et qui, en tout cas, pour les Français, est absolument terrible. Là, on va mettre... Enfin, je sais que c'est pas forcément le bilan de Donald Trump devant les midterms, ça, c'est pas forcément ce qu'il va devoir défendre. Mais dans tous les cas, nous allons vivre des heures très compliquées de notre côté, en tout cas. Il reste combien de temps là, avant la signature d'un accord? Ils sont sur le point de signer. Les opérations militaires ont essentiellement cessé. Donc, c'est une question de semaines. Ça va se régler, là. Il y a pas eu... Et donc, où sont les excuses des théoriciens de la Troisième Guerre mondiale, des théoriciens de le Vietnam de Trump, les théoriciens du changement de régime? On nous disait que, vous voyez, ils ont tous eu tort. On savait très bien, ceux qui suivent les politiques de Donald Trump de près, dès l'été dernier, qu'il n'y avait aucune politique de changement de régime, aucune Troisième Guerre mondiale, aucune troupe au sol, etc., etc. Alors, la question qui se pose aussi, on a parlé de beaucoup de choses, on va revenir sur la politique générale de Trump et son bilan final. Mais avant, je voudrais revenir sur le dossier Epstein, pas sur la théorie. Trump est tenu par le dossier Epstein, mais sur le fait qu'il a quand même fait cette promesse d'ouvrir ces dossiers et que pour le moment, ces dossiers n'ont pas été totalement ouverts. Il n'y a qu'une partie qui a été ouverte et puis qui a été énormément cachée. J'ai oublié le terme, mais avec des carrés noirs. Et puis cette démission, la mise sur le côté de Pam Bondi. Comment vous expliquez cela? Quelle est la stratégie pour vous? La mise de côté de Pam Bondi est finalement une bonne chose. C'est-à-dire que le rôle de Pam Bondi était de bloquer, c'est-à-dire de créer un effet d'inertie, qu'il n'y ait rien qui se passe. Et à partir du moment où c'était le rôle qu'elle avait à jouer. Ouais. Et donc, à partir du moment où on la tasse et on met quelqu'un d'autre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement du côté de la justice. C'est comme ça qu'il opère avec ses nominations, c'est-à-dire une personne est là pour jouer un rôle, avoir une fonction, et quand Trump souhaite un changement de politique, c'est pas la personne elle-même qui opère le changement de politique, il remplace la personne et il met une autre personne en place. Et donc, pour vous, ça annonce quelque chose? Pour vous, ça annonce le timing. Le timing pour d'autres révélations, etc., c'est Trump qui est maître de l'agenda. Ça dépend probablement des éléments de diplomatie. C'est un jeu extrêmement complexe, hein, et donc ça dépend d'éléments de diplomatie internationale, etc. On s'attend tous à ce qu'il y ait des arrestations, notamment au niveau de ce qu'on appelle le Obamagate, cette histoire de collusion avec la Russie. Ça revient sur la table à intervalles réguliers. Il y a la directrice de l'intelligence nationale, Tulsi Gabbard, qui a référé des membres de l'administration Obama au département de la justice l'été dernier, donc ça suit son chemin, etc. Mais encore une fois, tout ça est une question de timing, c'est une question de savoir à quel moment faire opérer ces éléments de justice-là en fonction de l'échéance électorale et de la diplomatie internationale. Et on n'est pas maître de l'agenda, on souhaite que ça se passe le plus rapidement possible, on attend ça depuis longtemps. Moi, je pensais que ça allait se passer en 2018, puis après en 2020, et finalement, on est toujours à attendre, mais on voit que ça suit son chemin. Oui. Certains disent, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez envisager, que les dossiers Epstein sortiraient par l'Iran, justement. Je ne sais pas. Peut-être. J'en ai aucune idée, mais je sais qu'il y a Melania qui a demandé à ce que les victimes soient entendues au Congrès. Oui. Et puis. Alors, nous, on en a parlé encore aujourd'hui de cette sortie de Melania, inattendue, entre guillemets. Enfin, en tout cas présentée comme inattendue, où d'un côté, elle souligne qu'elle n'est pas elle-même en lien avec Epstein, malgré le fait qu'elle connaisse Ungaro, qui elle-même dénonce le fait qu'elle était dans les dossiers Epstein. Et puis de l'autre côté, en effet, on pourrait diviser ce discours en deux temps, où elle appelle les femmes à aller témoigner devant le Congrès, et le Congrès donc a réservé une place pour ces victimes. Et ça, par exemple, vous l'avez interprété comment, vous, cette prise de parole de Melania? Je l'ai interprété comme je pourrais dire une flèche lancée à Netanyahou qui a brisé le cessez-le-feu au Liban.
Ouais, donc qui a fait bande à part, qui a sabordé les négociations de paix. Et donc, c'est un rappel que l'administration Trump détient certaines informations avec le dossier Epstein, etc. C'est du langage diplomatique, hein, et que cette sortie de Melania, même si on nous dit qu'elle n'a pas été prévue par Trump ne savait rien, etc. C'est impossible qu'il n'en ait rien su, puisque le protocole à la Maison-Blanche oblige un certain nombre de procédures. C'est-à-dire il faut avertir pour une conférence de presse, appeler la presse, etc. Il est impossible que Trump n'ait pas été au courant de ça. Et donc, moi, j'y vois comment je pourrais dire, un rappel à Netanyahou, un rappel à l'ordre à Netanyahou après son bombardement au Liban qui a plombé le cessez-le-feu annoncé qui fait par énormément Trump. de morts civiles. Ouais. Voilà. Donc, pour vous, c'est intéressant. Le dossier Epstein, en fait, peut être utilisé par moment par Donald Trump. C'est à l'inverse de ce qu'on pourrait considérer en ce moment, c'est-à-dire Donald Trump est tenu par le dossier Epstein. Non, c'est lui qui envoie des flèches un peu à gauche, à droite. C'est qui est compromis. Encore une fois, on revient, on voit au niveau de la politique au Moyen-Orient, Trump ne fait pas le jeu d'Israël avec America First, le rappel des troupes, etc. De l'autre côté, c'est lui qui est à l'origine de l'enquête Epstein et qui a fait sortir le dossier Epstein. Donc Trump n'a rien à se reprocher là-dedans. Il a pas peur du dossier Epstein. On s'entend qu'il n'a pas peur du tout des conséquences du dossier Epstein. Mais d'autre part, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier Epstein? C'est l'implication du Mossad. Hein? Le fait que le Mossad faisait chanter des politiciens, des scientifiques, des journalistes américains, etc. Et donc, c'est tout le réseau du Mossad, incluant Ehud Barak, etc., qui est là-dedans. Et donc, c'est Israël qui est compromis. C'est lui qui a engagé Epstein, Ehud Barak. Et c'est Israël qui est compromis. Et Trump peut se servir du dossier Epstein pour forcer Israël à signer les accords d'Abraham, à finalement accepter la paix dans la région. D'accord. J'avais une dernière question parce que ça concerne un peu la France. On a vu que Brigitte Macron est venue récemment, d'ailleurs aux côtés de Melania Trump, faire une déclaration, je crois, en l'honneur de la défense des enfants. Et il se trouve que dernièrement, justement, Donald Trump parle souvent finalement de Brigitte Macron, très souvent sous le ton de la moquerie, du couple Macron, en expliquant notamment. Emmanuel Macron, il s'est pris une gifle par sa femme. Ça, c'était dans le registre de la moquerie à l'oral. Et puis, il y a eu ce dernier tweet aussi étonnant de Donald Trump qui dit Candace Owens raconte n'importe quoi, c'est une folle, ou je ne sais plus comment il le dit. Et d'ailleurs, elle critique Brigitte Macron, alors que Brigitte Macron est bien plus belle qu'elle, c'est la femme la plus sexy, et bien plus sexy, c'est une femme très sexy, qui est beaucoup plus sexy que Candace Owens. Bon, alors connaissant un peu les méthodes de Trump, on se demande si c'est pas du troll, ça, par exemple. Je sais pas quel est votre avis. Évidemment que c'est du troll, mais ce n'est pas seulement que du troll. C'est-à-dire que il dit aussi, il rappelle cette histoire de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, etc. Il dit que en taclant Candace Owens, c'est-à-dire c'est une apparence de tacle, mais il dit Candace Owens qui dit que Brigitte est un homme. Ouais, et donc il ramène cette histoire, il la fait connaître au monde entier. Ouais, il met en lumière cette histoire, ouais. Il l'amplifie, il la met en lumière, etc. Et encore une fois, ça, j'y vois du langage diplomatique comme la sortie de Melania, c'est-à-dire qu'il rappelle à Macron un certain nombre de choses. Nous avons les dossiers sur vous, nous avons les dossiers sur votre couple, etc., etc. Donc, jouer le jeu. Il faut y voir, ce n'est pas seulement que du trolling, c'est aussi du langage diplomatique. Oui, ou diplomatique, ou on pourrait dire, en tout cas, une forme de langage crypté, ou de passer des messages tout en ayant l'air de ne pas y être ou ne pas être d'accord. Ouais. Et voilà, c'est toujours comme ça avec Donald Trump, c'est-à-dire que lui a les mains propres, je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, lui a les mains propres, mais les messages passent en filigrane. Vous voyez? Et que ce soit dans des tweets comme ça où il dit, genre, Candace Owens est complètement disjonctée, elle dit que Brigitte est un homme et donc il fait passer le message, mais il a les mains propres, vous voyez? C'est la même chose avec America First, c'est-à-dire que lui peut être l'allié d'Israël tout en ayant sa base qui alors, ce qui est critique... c'est sur Israël, c'est intéressant, et on va terminer là-dessus. C'est que, en fait, la base MAGA est conservée, parce que finalement, Tucker Carlson et les autres influenceurs qui sont dans ce sens-là et qui aujourd'hui critiquent Trump, et finalement gardent cette influence, eux.
Donc finalement, l'idée MAGA perdure malgré on va dire la scène actuelle, la scène internationale. Ça, c'est intéressant. Et d'autres d'ailleurs disent, j'ai entendu des analyses en France dire, bon bah on ne sait pas trop ce qu'il fait Trump, mais ce qui est sûr, c'est que les faits, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les Américains sont beaucoup plus critiques par rapport à la politique israélienne comme ils n'auraient jamais été, même les démocrates. Donc c'est vrai. C'est le travail de Donald Trump, mais il a les mains propres, c'est-à-dire que l'ensemble de la base MAGA a fait un travail visant à critiquer l'AIPAC, critiquer l'influence d'Israël sur les institutions. Et ça, c'est America First. Ce n'est pas Israel First, c'est America First. Et ce que Trump fait en stabilisant le Moyen-Orient et avec ce qu'il a écrit dans le National Security Strategy Document. Là, c'est pas encore stabilisé. Hein, je précise quand même, on est loin de la stabilisation pour le moment. Non, on n'est pas très loin de la stabilisation. Ils sont en négociation. Ça va se terminer. Là. Il y aura pas de troisième guerre mondiale. On s'en va vers une négociation avec le régime et tout. Mais c'est quand même, vous ne trouvez pas que là, j'entends tout ce que vous dites, mais on se dit, si à chaque fois il parle à des degrés différents et de compréhension, d'abord, c'est quelle architecture mentale même, se dire, alors là, il faut que je parle à tel avec ce degré-là, celui-ci, là, lui, il a compris le message, mais lui n'a pas compris, donc c'est bon. Et de faire de la diplomatie et un enjeu mondial, parce que ça concerne tout le monde qui est en train de se jouer, on se dit, et puis il y aurait une fausse route et tout part en guerre mondiale. On se dit, c'est un jeu très dangereux. C'est pas un jeu très dangereux puisque si on comprend que, en fait, que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas frappé les navires américains, alors que l'Iran n'a pas frappé les navires américains, l'Iran n'a pas attaqué les avions américains, alors qu'ils auraient pu, avec les systèmes S-300, S-400 qu'ils ont, ils auraient pu frapper ils ont pas réellement appliqué, qui sont de connivence avec les Américains sur le retrait d'une partie de leur leadership, etc. C'est-à-dire qu'il y a des communications en coulisses stables avec l'Iran depuis longtemps. J'explique qu'il y a des communications en coulisses comme ça avec l'Iran. Ça a été démontré, c'est-à-dire qu'il y a des articles de journaux qui expliquent qu'il y a une ligne directe entre Donald Trump et le régime iranien dès 2019-2020 avec le supposé assassinat de Soleimani. Et donc, étant donné que Trump n'est pas un gambler, n'est pas quelqu'un qui joue au jeu, les événements sont généralement ficelés d'avance avec Trump. Et donc, on l'a montré à plusieurs reprises, Trump n'est pas quelqu'un qui prend des risques. Trump n'est pas quelqu'un qui ouvre des boîtes noires sans connaître les conséquences, surtout en année électorale. Et donc, l'issue est probablement déjà convenue avec le régime iranien. Il faut juste le déployer devant la diplomatie mondiale et les médias. Bon, eh bien, merci beaucoup Alexis Cossette-Trudel. Il y a évidemment énormément de questions encore qui se posent, mais on a déjà au moins un premier aperçu de cette vision du scénario Trump qui est intéressante et qui nous permet de réfléchir et peut-être aussi de mieux comprendre ce qui se passe. Merci encore et à très bientôt sur Toxin. Merci pour l'invitation. Merci. Je pense qu'on est l'un des premiers médias à enquêter le plus fortement sur les Epstein Files en France. D'ailleurs, on est contacté maintenant par des Américains pour travailler main dans la main avec eux sur ce réseau et sur ce qui se passe derrière. Mais ça fait trembler la France, ça fait trembler les réseaux internationaux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça et la censure augmente tous les jours plus. Ils veulent nous censurer, ils veulent nous fermer, ils veulent que Toxin et les autres médias qui font le même travail disparaissent. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut activer les boucles en interne, les contacts directs avec Toxin. Et pour ça, c'est facile, c'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Rentrez dans la boucle de Toxin, rencontrons-nous tous directement, organisons la résistance et faisons-le avant qu'on soit totalement fermé. Je compte sur vous.